Super. Alors, bonjour, mon nom est Micheline Bourque, je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. Bienvenue à ce panel. On s'excuse pour le retard, mais ça va parler bienveillance ici en entreprise. Nous sommes dans les locaux de Cyber Impact, qui est un partenaire du club. C'est eux qui assurent la technique. D'autres webinaires, d'ailleurs, vont avoir lieu avec Cyber Impact, dont un le 29 novembre prochain avec Serge Marquis. Pour les auditeurs, vous êtes en mesure de poser des questions à nos invités en allant sur la boîte de questions en bas de la page de lecture. Et maintenant, pour présenter nos invités, j'aimerais commencer en premier avec Patrick Mercier. Patrick Mercier est le cofondateur de l'agence Change à Paris, une agence de communication marketing dont l'ambition est de démontrer la capacité de la bienveillance à générer des affaires et de la valeur pour les marques, rien de moins. Ils ont créé en 2016 un indice de bienveillance des marques et c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous. Monsieur Nicolas Chabanne, en fait, Nicolas Chabanne est une vraie star. Bon, Nicolas Chabanne est une vraie star en France. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire dans le domaine agroalimentaire. Il a sorti un concept de coopérative qui crée des produits sous l'enseigne C'est qui le patron, la marque des consommateurs, un succès phénoménal. Il vend du lait maintenant dans toutes les grandes épiceries françaises, mais un lait dont le prix est juste pour le producteur et un prix qui a été choisi par les consommateurs. Une histoire extraordinaire. Merci d'être là, Monsieur Chabanne. Monsieur Dominique Styler est docteur en management à l'Université de Grenoble, école de management. Il est auteur d'un livre absolument extraordinaire qui vraiment nous incite à voir le monde autrement. Ça s'appelle « Osons la paix économique ». Et il a aussi créé la chaire de recherche et d'enseignement Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Styler. Au Québec, très connu, très apprécié, très lu, un journaliste des affaires, Monsieur Olivier Schmucker, lui-même auteur de deux livres, 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement et Le cheval et l'âne au travail. Puis Nathalie Sabourin, une femme qui porte de multiples chapeaux, mais qui est avant tout une coach, une experte en développement et facilitation collaborative. Elle a enseigné à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke, au HEC, vraiment une femme fort dynamique, qui a écrit elle-même un livre qui s'appelle « Le guide pratique pour implanter des groupes de co-développement, collaborer et agir mieux ». Merci d'être là, nos invités. Et la discussion, elle va être animée par notre vice-président en France, en Europe, Patrick Coquard. Patrick Coquard est un passionné du livre. Il a lui-même collaboré à 2 ouvrages, L'entreprise, un lieu pour l'homme et Sortir du syndicalisme. Alors, Patrick, si tu es prêt à prendre la relève, je te cède le micro pour que tu animes cette discussion sur la bienveillance en entreprise. La première question, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Pardon? Pas très bien. Entendez-vous bien? Oui. Donc, alors, vas-y, Patrick, on t'écoute. alors, j'ai rencontré certains d'entre vous pour préparer le sommet, faire des interviews, et chacun a pu donner sa définition de la bienveillance. Et je crois qu'il y a deux grandes familles. Il y a celle qui fait de la bienveillance une référence exclusive à autrui. On est dans l'altruisme pur et donc dans l'extrême, dans l'oubli de soi. Et puis, il y a une autre tendance qui dit qu'il ne faut pas s'oublier soi-même, et qu'il faut aussi penser à soi dans la bienveillance. Et c'est vous, Nicolas Chabanne, qui vous dites aussi que finalement, faire le bien, ça apporte beaucoup à celui qui le fait et pas seulement à celui qui le reçoit. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai qu'on a partagé une discussion, une interview ensemble sur ce thème. Le point de départ de ces petits partants, rappelons-le,
une idée toute simple, côté consommateur, découvrir que des producteurs de lait sont absolu qu'en France, un producteur de lait par jour met fin à ses jours. Découvrir que finalement son argent, lorsqu'on achète du lait bien involontairement, alimente un système absurde qui débouche sur ces drames. C'était une petite famille de consommateurs qui ne voulaient pas que ça dure. Est née la première brique de lait, c'est bien la première fois que je ne l'ai pas, pensez l'avoir avec moi, parce qu'elle permet de mieux comprendre que tous les discours. Il est marqué en gros sur cette brique, ce lait rémunère au juste prix son producteur. Un message simple, clair, de simples consommateurs, sans structure au départ, sans même de bureau, qui demandent à la grande distribution de se mobiliser, parce qu'eux-mêmes ont décidé de construire le cahier des charges du produit. Alors je m'explique, les consommateurs avec nous sont rentrés dans ce qui faisait le prix d'un produit. Est-ce que vous voulez que le producteur ait maintenant, il fallait rajouter 8 centimes. C'était totalement accessible. En France, ça représente 4 euros par an. Est-ce que vous voulez qu'on enlève les OGM 5 centimes de plus. Le pâturage de 1 à 3 mois, c'était 2 centimes. 3 à 6 mois, 3 centimes. Voilà comment chaque critère, finalement, que les consommateurs vivaient comme un gain, donc la bienveillance, donner des centimes en plus à un producteur pour qu'il vive de son métier, mais en échange, bénéficier d'un produit de qualité, d'une transparence, d'une traçabilité, et de sans doute, ce qui est un élément qu'on a tous oublié, le plaisir, en tant que consommateur, de savoir que son argent sert à quelque chose de bien. Le premier effet de la bienveillance, c'est aussi d'avoir le bonheur d'être bienveillant. Et ça, c'est un rapport gagnant-gagnant indispensable, sinon les choses dans un seul sens ne durent pas. Et tout le monde s'est rendu compte que ce moteur-là, que là, de faire du bien nous permettait de nous sentir bien et mieux, que consommateur, a créé les bases du succès. Cette brique de lait donc, est devenue, en 2 ans, un phénomène en France, puisque, et là j'en parle en spectateur, hein, nous les spectateurs de consommateurs qui vont en magasin, interpellent les directeurs de magasin, demandent que la brique soit mieux placée, plus mise en valeur. Et c'est 70 millions de litres de lait aujourd'hui, contre 7 millions espérés, ce qui en fait le produit nouveau le plus vendu de l'histoire de l'agroalimentaire. Donc de simples consommateurs, sans argent, sans budget publicitaire, sans commerciaux dans les magasins, avec leur bon sens, les réseaux sociaux pour donner un écho, sont capables d'avoir des performances économiques plus fortes que n'importe qui présente depuis des années. Donc de la bienveillance pour finir, qui en première et immédiat, finalement, première récompense, amène du plaisir à celui qui consomme différemment. Alors, Olivier Schlucker, en tant qu'observateur de la vie des entreprises au Québec, est-ce que vous pouvez nous dire si la bienveillance est un mot qui est employé chez vous comme chez nous, et quel sens on lui donne? Alors, la bienveillance, en fait, je pense, elle est universelle. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. La difficulté, c'est est-elle présente en entreprise ou n'est-elle pas présente dans l'entreprise? Peut-être pour revenir sur la définition et puis sur l'approche, moi, j'ai mis la main sur une étude qui m'a vraiment fait halluciner et qui est vraiment intéressante. Imaginez-vous qu'il y a des scientifiques qui ont regardé l'impact réel que ça avait, le simple fait de dire merci à quelqu'un. Et puis, ça va recouper exactement ce que vous veniez de dire en introduction. Un simple merci à quelqu'un, ça a 4 effets. Ça fait du bien à celui qui le dit. Ça fait du bien à celui qui le reçoit. Ça motive celui qui le reçoit à faire mieux ou davantage. Et ça resserre, ça renforce les liens, on va dire, de travail, si on parle de l'entreprise. Ça resserre les liens professionnels entre les gens qui sont concernés. Donc, un tout petit peu de bienveillance, un simple merci, ça se dit aussi bien au Québec qu'en France, ça a un impact phénoménal. D'où l'intérêt de se montrer, plus bienveillant que d'habitude dans notre quotidien au travail. Donc, pour répondre un petit peu à votre question, oui, ça se retrouve au Québec, oui, ça se retrouve en France. Il y a qu'on a des habitudes de gestion, de management qui font que les situations sont peu propices dans le quotidien à ce qu'on fasse preuve de bienveillance les uns envers les autres
à part des exceptions, à part des entreprises qui, elles, sont vraiment rentrées, je vais dire, dans le 21e siècle, où là, on ne dirige plus une équipe comme on le faisait au 20e siècle. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Et Nathalie Sabourin, Oui. vous êtes d'accord? Une des choses qu'on a en commun, autant au Québec qu'en France, et je reviens de faire des interventions même à Tahiti, que nous sommes dans un monde de transformation. On est dans un ère de l'économie du savoir avec la montée de l'intelligence artificielle et qu'on a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, sont vraiment à la recherche de nouveaux modèles d'affaires, qui veulent vraiment trouver des nouveaux modes de travail collaboratifs pour qu'on puisse humaniser nos environnements de travail et retrouver un sens, parce qu'il y a une perte de sens dans nos organisations. Ici, au Québec, le mot bienveillance, on le retrouve dans des approches collaboratives comme le co-développement professionnel. On va surtout parler ici de recherche de communauté. Un professeur, Henry Mintzberg, est beaucoup dans le mouvement de comment est-ce qu'on peut justement recréer des communautés au sein de nos organisations. Et on doit être à la recherche de collaboration, de créativité et de mieux-être. Et ce que je trouve fascinant du mot bienveillance, c'est que le langage qui est utilisé, les choix des mots, ça crée du sens. Et ce mot-là est au cœur vraiment de la création de nouveaux espaces d'échange et de réflexion. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et des mots comme ça, pour moi, on a besoin d'en parler plus parce que c'est porteur de questionnement et ça nous permet de se poser des questions pour passer d'une logique économique, d'une logique d'analyse MBA pour retrouver un équilibre vers une humanité et vers un équilibre entre le potentiel et la performance. Alors, pour moi, ce mot-là, je suis d'accord avec Olivier que c'est un mot universel et qu'il est vraiment créateur de sens. Alors, vous avez lié bienveillance et sens. Vous n'êtes pas la première à le faire dans les interviews qu'on a faites, c'est ressorti assez clairement. Donc, le sens et la bienveillance sont liés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Dominique Steller? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Oui, j'ai remis mon casque, excusez-moi, parce que j'ai des petites coupures de son vues d'ici. Oui, les deux sont non seulement liés, mais je voudrais peut-être aller un cran encore au-delà. On est dans une culture qui a plutôt tendance à vouloir nous faire croire que nous serions d'une nature spontanément agressive. C'était presque un pléonasme, d'une nature agressive. Et de nombreux travaux dans des champs académiques différents aujourd'hui, de l'anthropologie à la psychologie, etc., nous montrent bien au contraire que nous sommes de nature collaborative et que cette dimension de bienveillance est plutôt spontanée, alors qu'on nous la présente presque de temps en temps comme un outil qui serait à utiliser pour venir transformer les choses. Donc les deux ont bien du sens, et pour moi, elles ont surtout du sens parce que cette bienveillance permet quelque chose qui a énormément, à mon avis, disparu dans l'entreprise, c'est la capacité de cette entité qui est l'entreprise de créer du lien social. Dans cette idée de paix économique que nous avons, nous revenons très souvent sur le point suivant, qui est de dire le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social, c'est à ce moment-là que je veux venir, et de contribuer au bien commun. Et dans cette notion de bienveillance, on voit bien que l'un des aspects premiers, c'est la mise en lien. Il ne peut pas y avoir de bienveillance s'il n'y a pas d'autre. La question étant donc maintenant comment l'entreprise reprend cette place de l'autre, comment elle reprend sa place dans la société et comment elle permet que ce mot dont l'étymologie est faire le bien reprenne sa place. Puis un tout dernier point sur la dimension du sens ou sur la dimension de cette origine plutôt de nature que de culture chez nous. Je me souviens, alors ça date un petit peu, mais de travaux de psycho-paléo-anthropologistes qui disaient en fait qu'il était probable qu'une des hypothèses qu'il posait était que la dépression était apparue dans les groupes d'humains bien avant Homo sapiens, dans les groupes nomades, parce qu'elle permettait, au moment où la dépression s'exprimait pour les êtres les plus faibles, de provoquer chez les autres les plus puissants une réponse de bienveillance.
Et on voit encore une fois à cet endroit-là qu'on n'est donc pas, si ces travaux sont justes, on n'est donc pas dans quelque chose qui est de l'ordre d'une culture particulière ou d'un outil, mais bien dans une dimension spontanée de l'être humain. Alors, si le mot aujourd'hui envahit un peu tout l'espace, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il devienne galvaudé? C'est-à-dire qu'on emploie à tout bout de champ pour des choses qui parfois sont vraiment de la bienveillance. Et est-ce que le risque, c'est pas de se devenir un mot creux, vidé de son sens? Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Et vous qui utilisez des benevolence? En effet, en fait, en tous les cas, en France, le mot est en train de petit à petit, parce qu'il a été utilisé à tort et à travers, d'ailleurs, si loin que ça, dans une campagne présidentielle que vous connaissez, le mot est utilisé un peu à tort et à travers. Il y a un vrai risque du cadre du sens, en fait, l'effet de prendre un mot qui est benevolence, en fait, un mot à la fois, d'ailleurs, c'est à la fois un mot anglo-saxon et un mot français, et qu'on essaie de créer un pas de côté. Pourquoi? Parce que ça permet de redéfinir ce qu'est la bénévolence et les valeurs de la bienveillance internationale. Nous, la définition qu'on peut faire, parce que dans l'entreprise, la notion de bénévolence est l'objet de la création de liens sociaux, mais nous, on est confrontés à la problématique, c'est comment on met la bénévolence au cœur de la transformation des marques. Et le sujet est beaucoup plus tendu. En fait, il faut faire la démonstration que c'est un acteur du développement économique. C'est assez facile lorsque les entreprises sont prêtes à entendre, c'est-à-dire que notre propos, c'est de dire bénévolence, ça aide les marques à se transformer, fabriquer plus de valeur. Parce qu'en fait, le travail que nous avons dans notre industrie, d'ailleurs, l'exemple de Nicolas Chaban en est un exemple vertueux, c'est que pour la brique de lait, le produit est vendu plus cher. Donc ça démontre que lorsqu'un produit est conçu de façon bénévole, il peut se vendre plus cher, donc on fabrique plus de valeur et les gens l'acceptent. Notre système aujourd'hui de ce qu'on essaie de faire passer politique, c'est qu'avoir une marque bénévolente génère de la valeur. Nous sommes sur un aspect plus, pas externe, mais sur la problématique des marques. Pour répondre complètement à votre question, souvenez-vous, il y a 30 ans, on parlait de situation de rupture. Quand on parlait de marque ou d'entreprise, il y a un mot qui s'est installé naturellement, qui est le mot disruption, qui a fait écho, c'est-à-dire que c'était une façon un peu fraîche de dire les choses. Alors, la comparaison peut paraître très flatteuse pour nous, donc c'est pas du tout la comparaison qu'on cherche, mais c'est à un moment donné un décalage de point de vue qui fait qu'on peut redéfinir ce que doit être une marque bénévolente et essayer de sortir de ce mot, aujourd'hui, bienveillance, qui a été utilisé à tort et à travers. Je parle en France, je ne sais pas dans d'autres pays. Donc ça, c'est le premier point. Second point, pourquoi avoir un mot à résonance anglo-saxonne, c'est que bénévolence peut marcher dans le monde entier. Bienveillance nécessite, lorsqu'on est dans des pays qui ne sont pas de nature francophone, une première interprétation. Okay. Patrick Coquart, c'est Micheline ici. Il y a de l'intérêt ici du côté du panel. Donc, j'ai Olivier Schmucker qui aurait aimé pouvoir faire un commentaire sur les propos de M. Stahler. Et M. Stahler veut commenter les propos de M. Chaban. Alors, est-ce qu'on peut prendre un petit moment, Patrick? On va prendre un moment, et j'allais interpeller d'ailleurs Olivier et Nathalie sur le mot bénévolence, parce qu'on sait qu'au Québec, il y a quand même une forte attache à l'emploi du français. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est un mot français, hein? Oui, mais vous l'utilisez sans accent. Donc, exact, c'est un mot français. En anglais, on a traduit le mot bienveillance par mutual goodwill. Et pour moi, ça me parle énormément, mutual goodwill, parce qu'il y a ce côté-là de tourner vers l'autre, le côté de la collaboration. Ensuite, le côté will, qui est le côté bien, et bien sûr, le will. Will, c'est l'engagement, c'est de passer à l'action, c'est de concrètement de faire quelque chose. Et pour moi, la bienveillance, ça devient une boussole, ça devient un guide pour guider notre prise de décision. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui valorise la performance, qui valorise une logique économique. Et quand on veut intégrer la bienveillance dans notre prise de décision, ça nous amène à guider et à faire des choix
autant d'un point de vue individuel qu'un d'un point de vue collectif, que d'un point de vue organisationnel, et moins même d'un point de vue de notre société. Oui, juste pour rebondir sur un peu tous ces points-là, je voulais juste apporter une petite pierre à l'édifice qu'on est en train de bâtir tous ensemble. J'aime beaucoup tout ce qui est travaux scientifiques et tout ça. Pour schématiser, on va dire, le XXe siècle nous a inculqué certaines valeurs au travail, certaines façons de voir. Je vais prendre juste une question pour parler un petit peu de tout ce qui est bienveillance et juste prendre un exemple. La théorie de Freud, qui voulait que l'enfant soit, je cite, absolument égoïste. On s'est bâti là-dessus, on s'est dit finalement l'être humain n'est pas naturellement bienveillant, il est naturellement individualiste et va toujours agir de manière raisonnée dans son intérêt personnel propre. Ça, c'est ce qui nous a été inculqué, ce qui est ressorti des recherches pendant le XXe siècle. Depuis le XXIe siècle, là, ça fait un moment qu'on est dedans, il y a eu d'autres travaux qui ont petit à petit démoli un petit peu tout ce qui a été fait avant. Je vais prendre juste un exemple. Vous connaissez peut-être le psychologue allemand Felix Warneken, un professeur à l'université du Michigan qui, lui, a purement démoli la théorie de Freud. Il a montré sur le terrain, par la théorie, par des expériences, et puis les gens avaient du mal à y croire, mais ça a été vérifié et corroboré depuis. Un enfant, dès l'âge de 14 ans, vole au secours d'un adulte qui est en difficulté. Par exemple, il va aller ramasser un crayon qui est tombé par terre et puis l'adulte a du mal à aller le rechercher. Il va ouvrir la porte d'un placard quand l'adulte a les bras chargés et ne peut pas le faire. Et ça, il le fait sans récompense et il le fait même s'il a un jouet entre les mains. Donc, en fait, on est en train de revenir sur cette idée que déjà tout petit, on est absolument égoïste. Eh bien non, en fait, tout petit, dès l'âge de 14 mois, dès qu'on est capable d'interagir et d'intervenir, on est spontanément altruiste. Et c'est ça le point vraiment important, c'est instinctif. La bienveillance est instinctive chez nous, sauf que dans nos entreprises qui fonctionnent sur un modèle de management du XXe siècle, qui n'en a toujours pas fini avec le taylorisme, on pense toujours que l'être humain est un individu rationnel et égoïste. Alors que maintenant, on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de façon de voir l'employé, on est en train de comprendre que l'être humain est irrationnel et il est altruiste, il est bienveillant. D'où l'intérêt des entreprises un petit peu visionnaires qui misent là-dessus et qui, on s'entend avec les différents exemples qui existent au jour d'aujourd'hui depuis maintenant quelques mois et quelques années, elles affichent des résultats qui sont spectaculaires. Donc, je voulais juste rapporter ce point-là par rapport à ce que disait Dominique, donc enrichir sa réflexion dans ce point-là. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il disait. Il faut aller au-delà dans la réflexion et puis oser vraiment considérer l'employé comme quelqu'un d'irrationnel, de sensible et donc d'altruiste. Dominique, vous vouliez intervenir? Monsieur Styler, c'est à votre tour. Ah. Peut-être son micro est bloqué. Ah. Monsieur Styler, êtes-vous là? Non. Pardon. On vous écoute, Monsieur Styler? OK, mais Patrick, on va passer à la prochaine question. OK. Oui, alors, cette histoire de coopération, de collaboration entre les individus, c'est bien ce que vous avez mis en place, pour coopérer les consommateurs et les producteurs. Oui, alors, moi, quand je vous écoute, alors, j'ai pas réfléchi, c'est l'intérêt de ces débats, c'est que là, je suis dans une réflexion que je n'ai pas forcément eu le cas d'aborder de cette façon-là. Mais quand on vous écoute, quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose de très juste, c'est assez dingue au regard de l'expérience qu'on a menée en France avec cette marque du consommateur qui aujourd'hui a mis 18 produits en rayon en 2 ans avec des résultats absolument incroyables d'un point de vue économique. Encore une fois, sans pub à la télévision, sans commerciaux dans le magasin. C'est que toute la notion de théorie qui consisterait à parler de bienveillance comme d'une donnée dont il faut projeter dans une logique de stratégie, des perspectives, dès qu'on a un peu la schizophrénie qui consiste à penser une question comme ça en oubliant que nous-mêmes on a un avis et un ressenti
qu'il y ait un sentiment, on se plante. Si on regarde cette étape, c'est-à-dire que c'est aussi la question du marketing aujourd'hui, c'est-à-dire que des experts qui réfléchissaient, je parle au passé, à 3 ou 4, au nom de tous, pour finalement trouver un produit que peut-être ils n'auraient pas acheté eux-mêmes, laisse une place incroyable à des questions simples, des réponses collectives qui tiennent du bon sens. On se rend compte que la majorité des gens, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, des amis très proches, l'équité, l'argent pour des choses bien, ça a beaucoup de sens. Protéger l'environnement par des actes d'achat avec une carte bleue, beaucoup plus aujourd'hui qu'avec une carte bleue, ça a du sens. Finalement, peut-être qu'il faut arrêter de réfléchir à une dimension théorique, technique, prospective, et se rapprocher déjà de ce qu'on pense nous. Il faut faire des études de marché à 5 dans une pièce, en écoutant rien d'autre que le bon sens. Donc, c'est assez naturel que vous ayez comme un être et un capital qu'on a tous. En le rassemblant, on en fait une force qui est On a retrouvé le ministère. Je vous entends. Est-ce que ce que fait Nicolas Chaban et Patron, c'est un bon exemple de paix économique? Parce que si je me souviens de votre livre, la paix pour vous, ce n'est pas simplement la non-guerre. Oui, tout. Alors, il y a 2 questions. Les deux sont compliquées. La première, je suis très heureux d'entendre M. Chaban. J'ai essayé d'être en contact avec lui et ça me permet de lui renouveler mon intérêt qu'on soit en contact. Oui, ce que fait M. Chaban est clairement dans ce qu'on positionne nous comme étant la paix économique. Alors, c'est un vaste sujet que de parler de la paix économique, donc je vais juste en dire quelques mots pour l'instant. Entendez pour le moment dans paix économique non pas des gens qui inventeraient un nouveau modèle économique qu'il faudrait appliquer pour que tout fonctionne bien. Entendez-y plutôt la question d'un homme et d'une femme qui se réveillent tous les matins et qui dit « Qu'est-ce que je peux bien mener aujourd'hui comme action ?» Comme ça, c'est mieux voulant dire avec plus de bienveillance, avec plus d'humanité. Donc cette idée de paix économique n'est pas un but à atteindre, c'est plutôt un contrepoint au sens musical dont l'objet est de venir ajuster ce qui fait guerre dans la dimension économique. Dans les partenaires qui financent le centre de recherche que je dirige, la plupart d'entre eux mènent des actions qui ne sont absolument pas du tout les mêmes que M. Chaban. Et je suis désolé, M. Chaban, je n'ai pas tout entendu parce que j'ai des petits problèmes de son, mais je crois avoir entendu le bon sens. Quelqu'un avant-hier me disait peut-être qu'au lieu des MBA, il faudrait inventer des MBS, c'est-à-dire des masters en bon sens. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui, à un moment donné, ont vraiment pris le chemin par la mise en action, par la mise en acte, en se disant qu'est-ce que nous pouvons mettre en place. Et vous allez voir, ça va me permettre de refaire un lien avec bienveillance. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place dans nos murs pour qu'à la fin de l'année, quand notre bénéfice est présenté, bénéfice ayant une étymologie très très proche de bienveillance, bénéfice c'est ce qui apporte du bienfait, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place journalièrement pour que ces bénéfices ne contiennent pas trop de maléfices? Les entreprises avec lesquelles on travaille. Une coupure de son. En passant, s'il y a quelqu'un qui tape, peut-être que vous pourriez arrêter parce que ça crée un petit écho dans le micro. Mais M. Styler, ça va? C'est revenu? Non, ça a bloqué du côté de M. Styler. Bon, alors Patrick, tu continues? Retour. Oui, je disais, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Oui, on vous entend. Oui, donc j'étais en train d'essayer de donner quelques exemples. Quand une entreprise partenaire décide à un moment donné de dire nous ne voulons plus avoir des acheteurs cost-killers, mais des acheteurs pacifiés ou des acheteurs collaboratifs, eh bien, elle engage depuis maintenant 7 ou 8 ans une démarche de transformation de son service achat avec une formation différente des acheteurs pour aller vers quelque chose dont la question devient comment ce fournisseur va être intégré à notre chaîne de valeur plutôt que d'en faire quelqu'un vers qui on va simplement tenter de tirer les prix vers le bas au risque de le faire mourir. Dans cette vision-là, il y a une vision de bienveillance et dans cette vision, il y a cette vision très bon sens et très applicative de ce que peut être la paix économique, c'est-à-dire journalièrement, qu'est-ce que je mets en place qui va me permettre d'améliorer les relations et la solidité du tissu social. Et puis juste un petit point, parce que je suis à cet endroit-là,
et que je sais que c'est un mot qui pose encore pas mal de problèmes dans les entreprises, en tout cas tous ces mots un peu soft. J'ai choisi il y a quelque temps d'écrire dans notre revue un petit article que j'ai appelé le manager samouraï. Ça a choqué pas mal de gens parce que ça semblait être très guerrier. Et en fait, il faut savoir que samouraï a comme étymologie la même étymologie que le mot ministre en français, c'est-à-dire celui qui est au service. Et dans cette idée de samouraï, il y a deux choses importantes pour moi, c'est entre exigence et bienveillance. Samouraï, c'est d'un vieux verbe japonais saburo, qui voulait dire être au service, que le shogun a repris au XVIe siècle pour déterminer parmi ses guerriers ceux qu'il considérait être les plus sages pour être au service de la paix. Et dans cette idée de samouraï, le samouraï a un sabre, ce sabre est le discernement. La raison pour laquelle nous avons voulu travailler sur la pleine conscience, c'est de travailler sur cette notion de discernement, parce que bienveillance ne veut pas dire tout le temps tout va bien. Et parce qu'une des capacités du manager bienveillant, c'est aussi sa capacité de discernement et certainement sa capacité à un moment donné de trancher quand il a besoin de trancher. Simplement, il peut apprendre à trancher avec bienveillance et pas avec violence. Oui, on est d'accord avec ça. Nathalie, vous voulez réagir? Oui. Mais une des questions, c'était justement le lien entre la coopération et la bienveillance. Et puis, on se pose toujours cette question-là aussi par où commencer. Et il y a tellement de transformations aujourd'hui qui amènent justement, puis moi, c'est sûr que je parle dans une perspective organisationnelle de par le travail que je fais. Et un public cible qui est très touché par l'ensemble des transformations, ce sont les leaders, ce sont les gestionnaires en France, vous les appelez les managers. Et on veut les amener justement, comme Olivier mentionnait, de passer du 20e siècle au 21e siècle. Et ça amène toute une remise en question sur leur propre rôle, ce qui a un impact sur leur motivation, leur engagement, ce sentiment-là aussi de sens, de comment est-ce que je peux avoir mon impact? Quand on s'en va dans une entreprise libérée où est-ce qu'on veut favoriser l'autonomie, on est en réflexion sur l'abolition des niveaux de gestion, ça amène toutes sortes de réflexions. Et une des approches qui est souvent un point de départ pour justement l'accompagnement des leaders gestionnaires, c'est l'approche de co-développement professionnel qui permet de créer justement la création de nouveaux espaces d'échange et de réflexion. Et j'ai vu tellement de résultats tellement positifs et incroyables quand on commence à mettre en place ces approches. Et la bienveillance est au cœur du co-développement. On ne peut pas favoriser une réflexion sur sa propre pratique et favoriser de la résolution de problèmes complexes par rapport à nos transformations et comment est-ce qu'on évolue nos propres rôles si on n'amène pas dans ces forums d'échange et de ces espaces de création de nouvelles idées, le sentiment de bienveillance. Et j'ai tellement vu, comme je vous mentionne, de résultats, les gens considèrent que c'est un peu comme des oasis qu'on est capable de créer, qui leur permet de se réénergiser, de retrouver un propre sens pour retourner dans leurs environnements, qui sont souvent des environnements, justement, qu'ils ne vivent pas de bienveillance. Et combien d'organisations, par exemple, dans le réseau de la santé ici au Québec, où est-ce qu'on vit des transformations brutales, où est-ce que nos groupes de co-développement professionnel ont demeuré dans le temps parce que c'était ces forums-là qui étaient les forums bienveillants et qui ont permis aux gens de réfléchir et de passer à travers ces difficultés. Et j'ai été à une conférence avec Olivier la semaine dernière et j'ai été assez interpellée par le fait qu'un entrepreneur qui a beaucoup de succès en France nous dise que la bienveillance n'empêche pas la brutalité. Et je vais vous dire, j'espère qu'on ne mettra pas ces deux mots-là au sein même d'une même phrase. Parce que je pense qu'on est capable de prendre des décisions difficiles, mais on peut les prendre avec bienveillance. Mais ça m'interpelle beaucoup qu'il y a des entrepreneurs qui veulent s'en aller dans des mouvements d'entreprise libérés et qui mettent dans la même phrase bienveillance et brutalité. Ça m'interpelle beaucoup, puis je pense pas que ça va donner... et c'est là que ce mot-là de bienveillance vient complètement de perdre son sens et qu'on continue à rajouter du cynisme. Okay. Patrick
Monsieur Steyler voulait faire une intervention. Oui, c'est juste une petite intervention sur la nécessité d'avoir avec nous dans les lieux de formation, et nous ici nous sommes dans un lieu de formation supérieure et je pense qu'il est beaucoup trop tard, ce dont je vais parler devrait démarrer certainement dès le plus jeune âge, mais d'avoir avec nous des entrepreneurs qui mettent en œuvre ces pratiques dans lesquelles la bienveillance est intégrée pour ce que vient de dire Madame Sabourin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, y compris dans le langage, dans la représentation des gens qui veulent utiliser cette dimension bienveillance, il y a des confusions, principalement parce qu'il y a une éducation qui ne s'est pas faite. Et que tout à coup apparaissent des mots qui sont pourtant des mots et des concepts anciens, mais comme l'éducation ne s'est pas faite, au mieux, ils vont apparaître de temps en temps, au pire, ils vont commencer à devenir un instrument et on va dire à tout le monde, vous devez à partir de maintenant être bienveillant, voire encore pire, il va y avoir ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire une espèce de confusion, et bien sûr que je pourrais être bienveillant et pourquoi pas détruire mon voisin en même temps, si j'ai le sourire, après tout, c'est pas si mal. Donc, ce que je voulais souligner là, c'est un des engagements qu'on tente de tenir ici, engagement voulant dire un combat quotidien. Comment est-ce qu'on peut se débrouiller ensemble à ce que tous ces gens qui sont formés à devenir des managers ou des gestionnaires d'entreprise, comment peut-on se débrouiller pour que ces gens-là finissent par se percevoir comme des personnes qui vont être au service de tout un ensemble de personnes et de choses, la principale étant faire fonctionner correctement des entreprises pour que le tissu social fonctionne bien, plutôt que de se percevoir encore et pour des années comme des gens qui, quand ils arriveront en entreprise, seront de plus en plus en pouvoir sur de plus en plus de choses. Je pense qu'on revient au fond de continuer à travailler que la raison d'être des entreprises n'est pas seulement une raison unique économique, et qu'on doit accorder de la valeur à nos clients, on doit apporter de la valeur et créer des environnements positifs pour les collaborateurs, pour les employés. Et il faut que nos entreprises aient un impact positif sur nos communautés, compte tenu de tout le cynisme qu'on a par rapport à nos gouvernements, par rapport aux organisations. Les entreprises doivent avoir une mission qui est beaucoup plus large que seulement être des moteurs de génération de revenus. Henry Mintzberg va dire que les entreprises devraient être retrouver ce sens de communauté et d'arrêter de voir les employés comme des ressources humaines. On doit travailler à bâtir des cultures, à développer le talent et faire en sorte que les gens sont à leur propre potentiel. Et j'y crois. Je suis une optimiste lucide, mais je vois sérieusement soit des nouveaux entrepreneurs ici au Québec ou ailleurs, ou même quand j'étais à Tahiti, j'étais fascinée de voir l'énergie que beaucoup de personnes ont à vouloir justement transformer nos entreprises. Malheureusement, on a encore énormément d'organisations traditionnelles où le taylorisme est extrêmement présent et où encore on voit pas, on remet pas l'être humain à ce que c'est, puis qu'on a des visions très économiques et performantes de nos organisations. Je me permets d'intervenir. Je suis naturellement optimiste et puis à chaque fois que je regarde, je trouve des bonnes raisons d'être optimiste. En fait, ce qu'il faut, c'est contribuer à régénérer du lien social à toutes les échelles, de l'individu envers son équipe, de l'équipe envers l'entreprise, de l'entreprise envers l'écosystème dans lequel elle évolue. Et ça, c'est faisable. Il y a eu une étude assez récemment sur les bénévoles de Médecins du Monde. Donc, en France, c'était vraiment frappant. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'au départ, on a demandé aux gens, mais pourquoi vous êtes bénévole chez Médecins du Monde? Et la plupart des réponses, c'était, j'en ai besoin. Je sens que ça me ferait du bien de faire du bénévolat, de montrer que je peux être efficace à quelque chose d'utile et tout ça. C'était en fait des gens qui pensaient moi, moi, moi. Leur priorité, c'était par rapport à eux-mêmes qu'ils avaient besoin de faire du bénévolat. Après quelques mois de bénévolat, les mêmes gens ont été revus et interrogés et on leur a demandé, OK, quelle est votre motivation maintenant pour continuer de faire du bénévolat chez Médecins du Monde? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Et en fait, la plupart des réponses étaient, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pour les autres que je le faisais et non pas pour moi. C'était vraiment apporter quelque chose aux autres qui devenait le moteur de la motivation, le moteur du bénévolat. En fait, le passage s'est fait tout naturellement, sans que personne ait piloté ou aiguillé les gens vers cet état d'esprit-là, de l'égoïsme vers l'altruisme. Donc, on a tout ça en nous. On a besoin de liens sociaux. Je crois que c'était Aristote qui disait qu'on est un animal social. Si on enlève le côté animal ou si on enlève le côté social, on n'est plus des êtres humains.
D'ailleurs, on le voit, la punition simple qu'on a envers les gens, c'est de les mettre en prison, c'est-à-dire de couper le lien social. Et ça, c'est très durement ressenti. Donc, à partir du moment où on réveille, on régénère, peut-être même on réinvente le lien social, ça se fait tout naturellement. Et tout naturellement, on va vers la bienveillance et l'altruisme. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, j'avais une question sur le lien qu'il y aurait entre bienveillance et confiance. Est-ce que, je vais poser la question à Patrick Mercier, est-ce qu'une marque bienveillante est une marque dans la confiance? A priori, oui. Et l'impression qu'il faut en vous écoutant, c'est que, pas avoir un débat trop confus, c'est une définition partagée, aujourd'hui ça sera plus possible d'y arriver, mais une définition partagée de ce qu'est la bienveillance. On y range un peu ce qu'on veut, alors bénévolence ou bienveillance, on ne sait pas. Nous, on a fait l'effort dans un index de mesure des marques bienveillantes en France ou ailleurs, de faire un travail de définition. Ça nous a permis de mesurer 300 marques, près de 5 000 Français, et on a vérifié que l'algorithme fonctionnait en amont pour se dire est-ce que ça fonctionne. On a posé 2 questions. Vous savez, la première, c'est est-ce que cette marque, cette entreprise améliore concrètement vos vies? Seconde question, c'est est-ce que cette marque s'adresse à vous avec empathie et respect? Ça, c'était pour mesurer une marque ou l'entreprise, ça pourrait aussi fonctionner en interne. Je pense que pour répondre à la question de confiance, il faut à un moment donné se mettre d'accord, on peut s'organiser autour de ce qu'est la bienveillance, tous les gens, et puis pour la. Si ces 2 éléments sont respectés, si effectivement, dans une entreprise, on sent qu'une marque essaie d'améliorer, elle n'y arrive pas toujours, mais qu'elle fait des efforts pour améliorer concrètement, et qu'elle s'adresse aux gens, même si le message est difficile, avec empathie et respect, oui, à ce moment-là, on peut dire que bienveillance égale confiance, parce que la relation tourne, la relation est beaucoup plus ouverte, et on peut dire, côté en interne, on peut dire des choses difficiles, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un en interne, avec un collaborateur ou un supérieur, en disant je ne suis pas d'accord à partir du moment où on le dit avec respect et avec empathie. Après, ça crée de la confiance. Ce qui fait notre organisation aujourd'hui, j'en reviendrai à un mot tout à l'heure, c'est que la facilité de management, la brutalité, le manque d'implication personnelle fait qu'on balance des décisions, on balance des informations de façon brutale et du coup, pas très bien. Ceci étant dit, je pense que ma conviction personnelle, c'est que dans les années qui arrivent, on va avoir 3 paquets d'entreprises. Celles qui le sont spontanément, parce qu'elles ont un ADN, elles peuvent être petites, moyennes ou grosses, des entreprises, elles sont spontanément bienveillantes. L'entreprise, donc à l'initiative de Nicolas, les spontanément. Et une seconde partie, une zone de tension, c'est des entreprises qui ont envie de le faire, qui sont confrontées à des problématiques de management, à des problématiques de stratégie d'entreprise, qui vont vivre une période très tendue entre le moment où ils ont décidé de le faire et le moment où ça va être. Et puis il y a probablement une grande partie des entreprises, surtout celles qui sont dirigées par des fonds d'investissement, que ça n'intéresse absolument pas. Quand vous êtes managé par des fonds d'investissement, vous savez, c'est-à-dire pas, l'objectif, c'est faire c'est faire la rentabilité. Bien des gens. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit lucide, il y a 3 paquets, je ne sais pas lequel sera plus important dans les 10 ans qui arrivent, mais intéressons-nous au premier et au second paquet, et je pense que ces entreprises-là, si elles le font sincèrement, on peut dire que bienveillance est bien. Mais un mot là-dessus, et Patrick a bien raison, surtout qu'il y a effectivement et que je ne peux pas contredire. Mais récemment, j'avais vu effectivement, il y avait un fonds qui s'intéressait à l'initiative qu'on avait fait autour du gaspillage alimentaire des clubs classés pour les défauts d'aspect. Et nous, on n'est pas très fond, on n'arrive pas philosophiquement à comprendre vraiment la logique. Et je me rappelle de ce fonds américain, vous savez qu'on était en train d'investir énormément dans des pays comme en Inde pour refaire toutes les usines, pour éviter les drames humains, des usines qui s'effondrent sur de pauvres gens qui travaillent. Alors, on a trouvé ça merveilleux. Mais il a rajouté après, et puis vous savez, plans RSE, sociaux, environnementaux, ça devient des arguments de vente. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans ce cynisme du fond de gens pas très
relativement proche de nous. L'idée qu'en faisant une usine et en capable de prouver que les vêtements étaient faits dans des usines sécurisées, on donnait une chance supplémentaire aux produits de se vendre. Donc bon, c'est quand même pas le plus joli des chemins, mais on voit que chez le consommateur, il y a des signaux clairs et forts. Qu'est-ce que vous faites de mon argent? À quoi il sert? Vous me rendez complice de quoi? De quel monde que finalement je finance quelle philosophie, quelle valeur? Et cette notion-là, avec les réseaux sociaux qui permettent de ne plus être tout seul dans son coin en train de penser une chose en imaginant qu'on est peut-être tout seul au monde à penser, devient une nouvelle voie. Et les plus cyniques, peut-être, deviendront des bienveillants indirects. Mais au final, bon, ça fait avancer les choses. Qui veut réagir sur cette question? Dominique Steyler, vous aviez quelque chose à ajouter, je pense. Oui, en fait, ça va réagir en partie. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai regardé l'écran. Malheureusement, Allô, ça y est, je crois que je vous ai récupéré. Oui, allez-y. Oui, je disais, un petit peu, mais ça vient de reboucler avec M. Schumann. Monsieur Steyler, la connexion est pas bonne, malheureusement. Ok. Toujours pas? Une dernière Toujours fois. pas. On s'essaye une dernière fois. Ouais. Une dernière tentative. Il y a 3 points que je voudrais soulever par rapport à cette question qui apparaît petit à petit d'une dichotomie qui tout doucement s'installe entre un environnement qui serait bienveillant, un environnement qui ne le serait pas, une entreprise qui aurait comme rôle de faire du profit ou pas tout à fait. Et là, dans cette idée de paix économique, on a posé plusieurs choses. La première, c'est la question de la complexité. On est dans une culture qui binarise beaucoup. Et soit on va avoir tendance à dire une entreprise est là pour faire de l'argent, et si on dit ça, on va se retrouver en face avec des gens qui vont dire non, une entreprise est là pour être bienveillante, pour une idée de contre-pied. Ce qu'on dit à cet endroit, c'est pourquoi devons-nous séparer les deux. Si, c'est mon deuxième point, si nous partons d'un... Ça coupe beaucoup, hein. Je suis désolée. Je vous en prie, allez-y. Oui. Peut-être votre enthousiasme est tellement grand que peut-être bouger un peu moins, ça peut aider, ou rester plus calme si vous pouvez. Mais malheureusement, la connexion est interrompue tout le temps. Là. Alors, Patrick, on reprend? On peut continuer sur cette idée-là. Est-ce qu'il n'y a quand même pas parfois des conflits d'intérêts entre les différentes parties prenantes dans l'entreprise, salariés, actionnaires, et on gère ça Il y a un conflit. Évidemment, c'est que lié au mot, c'est que pour beaucoup de salariés, bienveillance égale gentillesse. Et donc, ça crée un dérèglement total sur la façon de manager cette fonction à l'intérieur d'une entreprise. C'est-à-dire que pour que ça marche, une entreprise a décidé de changer son mode managérial pour être un peu bienveillant sur le elle doit en définir la règle du jeu en amont, c'est-à-dire de dire à l'ensemble des collaborateurs quelle est sa définition. À un moment donné, tout le monde est de ligne. L'horizon de lecture commune. Si cet horizon de lecture n'est pas défini, c'est un immense bordel. Parce que certains vont dire c'est la gentillesse, certains vont dire c'est la compassion, certains vont dire il faut pas les limites. Donc c'est absolument ingérant. Toutes les expériences qu'on vient voir en tous les cas comment ça fonctionne, cette forme de management dit, en le partageant avec les salariés, est-ce qu'on est d'accord sur cette définition de l'événement? Si tout le monde est d'accord en amont, l'ensemble des décisions et l'articulation en fait, décisions, les arbitrages qui sont pris dans l'entreprise sont compris, donc partagés. Si ça c'est pas fait, je vous annonce que jouer bordel dans toutes les voies. Oui, je voulais juste rebondir sur ce point. Nathalie et moi, justement, on a assisté à cette fameuse conférence du Club Idéo. Quelque chose qui m'a frappé, c'est que donc il y avait des dirigeants d'entreprise qui témoignaient de leur expérience en tant qu'entreprise plus ou moins libérée et qui donc témoignaient de ce qui s'était passé pour eux ces dernières années. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la toute fin, ils avaient finalement un point en commun, c'est qu'ils avaient tous été remerciés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient oublié
d'avertir la haute direction qu'ils embarquaient leur filiale ou leur équipe dans cette direction-là. Ils se disaient, si j'en parle au CA, si j'en parle au PDG, tout de suite, ça va être non parce qu'ils ne vont jamais comprendre là où je veux en venir. Donc, je le fais de mon côté, tranquillement, et puis quand ils vont voir les résultats, ils vont être heureux. Ils l'ont fait tranquillement de leur côté, ça a affiché des résultats spectaculaires, au point que les autres du même échelon hiérarchique s'en sont plaints en disant, regardez, eux, ils font des trucs pas comme il faut, ils ont des meilleurs résultats que nous, ça met la pagaille dans nos divisions à nous. Ça met la pagaille dans l'entreprise. Résultat, ils ont été virés. Donc, il est crucial que tout le monde embarque et tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On ne peut pas juste dire, OK, moi, je vais être bienveillant avec mon équipe, ça va donner des résultats, et puis tout le monde va se rallier à ces résultats puisque ce sont les résultats qui leur parlent. Il faut que tout le monde embarque, soit sur la même longueur d'onde pour que ça porte vraiment fruit. Sinon, on risque d'avoir des gros problèmes, notamment pour ceux qui se lancent dans ce mouvement-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça dans son coin ou est-ce qu'il faut vraiment faire l'effort d'embarquer tout le monde? Si je puis me permettre, puisque le temps qui nous est imparti commence à être à son terme, pour rebondir là-dessus, si on avait des conseils, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de son entreprise une organisation bienveillante demain, par quoi on commencerait? Voilà. Alors, une idée, c'est la définition commune, mais est-ce qu'il y en a d'autres? En tous les cas, je ne vois pas d'autre point de départ que de définir le management, la direction, qui est d'accord sur une définition, parce que si on n'est pas d'accord sur un cadre, les interprétations en fonction des moments de la politique sociale, des événements de l'économie sont tellement multiples qu'on s'avancerait dans le brouillard. Et là, par contre, nous, on peut dire, si une définition commune n'est pas faite, ça ne marchera pas. Pardon, madame. Pardon. En fait, je suis très embêté parce que comme je dois partir, si je peux dire un mot maintenant et en même temps vous remercier pour ce moment et remercier Micheline infiniment, que je ne connais pas, mais voilà, qui donne un écho à tout ça et c'est merveilleux. Et pardon, madame, de avoir la galanterie française habituelle. Mais c'est vrai que j'arrive pas, je suis moins expert que vous finalement, parce que nous on a fait ça instinctivement, spontanément, Oui. logique, tout simple, et on n'a pas vraiment pris de recul. Alors je peux juste témoigner du fait qu'on a eu le bonheur de se retrouver avec un point commun, mais extraordinairement partagé, quoi. Le fait qu'on avait envie vraiment, et que ça nous apportait quelque chose, de faire quelque chose de simple et de bien, et peut-être que partir de ce petit dénominateur commun, humblement, en agrandissant un cercle sur une valeur partagée, est un chemin plus court que de partir d'une méthodologie dans laquelle on peut essayer de faire entrer tout le monde. Donc, on l'a fait spontanément. Sans doute qu'il y a des façons de le faire qui sont plus structurées, et ça marche bien, et Patrick en est la preuve aussi dans son approche vers les marques. Mais le seul témoignage qu'on peut vous dire, c'est que sans Doc Excel, sans stratégie, sans aucun cadre autre que le ressenti personnel qu'on avait, on a pu faire quelque chose. C'est ce témoignage-là. C'est sur ce point on n'est pas d'accord avec vous. Ah, vas-y, alors Vous savez, c'est Gandhi qui disait que le changement, ça commence par soi-même. Et je pense sérieusement que c'est la stratégie des petits pas. Et que si on y croit, que comme n'importe quoi, on va avoir un enthousiasme et notre énergie va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont vouloir travailler avec nous. Et dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, sa recommandation pour dire comment est-ce qu'on amène des transformations, c'est à travers l'énergie. Travaillons avec l'énergie, travaillons avec les gens qui veulent travailler avec nous. On dit en anglais, « work with the people that want to work with you ». Mais on vit dans un environnement qui est très complexe aujourd'hui avec des trolls sur Internet qui nous amènent vraiment dans un environnement qui est difficile et il faut y croire. Et la stratégie des petits pas,
de commencer avec des choses qu'on peut faire concrètement dans nos organisations. Et c'est à travers ça qu'on va apporter du changement concret et s'inspirer de modèles qui existent. Ils sont là, comme des femmes comme Lisa Fecteau, qui est un modèle ici au Québec, qui est une source d'inspiration pour transformer nos organisations et qu'on continue, Micheline, continue à faire des débats comme ça sur Internet. C'est super intéressant. Moi, j'avoue que dans le dernier mois, j'ai eu des discussions tellement intéressantes avec plein de monde autour de moi à discuter comme ça sur ces questions. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? C'est quoi des synonymes? Qu'est-ce qu'on peut faire? En quoi est-ce qu'on peut... Ça serait quoi nos stratégies de petits pas? Alors, je vous laisserai là-dessus, puis de commencer à mettre en place des espaces collaboratifs qui vont favoriser des échanges sur des sujets différents. Nous, avec Coaching Ourselves, on dit « We need to change the conversation ». On doit être des catalyseurs de nouveaux espaces de dialogue et de réflexion. Je pense que c'est à travers ça qu'on va commencer du changement. Excellent. Je rejoins entièrement, Nathalie, ce qu'elle vient de dire. Je rejoins vraiment entièrement. Si j'avais juste peut-être un tout petit conseil, ça serait écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur tout simplement. Regardez comment vous comparez avec votre entourage, votre famille, vos enfants, vos amis, vos chums, on dit au Québec. On est naturellement bienveillant. Et s'il y en a un qui se comporte comme une peau de vache, tout de suite, il va se le faire dire et puis il va corriger le tir. Ouvrez votre cœur, osez ouvrir votre cœur sur le milieu de travail. Vous allez voir, ça va faire toute une différence et ça a un effet boule de neige vraiment. Les autres, d'un seul coup, la peur s'enlève et puis tout le monde embarque tout naturellement. Et un gros merci à Micheline. C'est fabuleux. On doit que les deux Français là, Nicolas et Patrick, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci à Change de leur appui au club de lecture. Ils nous ont reçus à 2 reprises. C'est très apprécié. Alors, en toute bienveillance, on vous laisse partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le dernier mot à Dominique Steller, alors. Oui, hasta la... Je voulais prendre un contre-pied, mais en tout cas qui rejoindra M. Chaban qui s'en va. Je ne crois absolument pas à l'idée d'une définition commune de la bienveillance. Je crois que les écarts culturels sont tellement larges et l'exemple dans son entreprise tout à l'heure, quand il disait finalement on est parti d'une intuition, à la question de M. Cocard qui serait quelle proposition, quel conseil je ferais à une entreprise, elle serait beaucoup plus de l'ordre de l'écoute. Simplement pouvoir écouter. Ce que dit M. Chaban, c'est on a écouté notre intuition, puis ensuite on a écouté nos prospects, puis ensuite on a écouté nos clients. Et c'est finalement cette écoute-là qui a fait que ce lieu de bienveillance et ce petit point a créé un tissage commun. Créer une définition commune, pour moi, c'est créer les conditions d'un nouveau type de conflit. Je vais encore une fois créer des barrières, je vais encore une fois créer une boîte, et une fois que j'aurai dit quelle est ma vision de la bienveillance, je vais me retrouver avec un autre qui en aura une autre. Excellent. Alors, Patrick, je vais me permettre de parler pour te remercier, toi, qui a fait cette recherche incroyable sur la bienveillance, qui nous a fait découvrir des ouvrages fort intéressants, dont celui de M. Styler. Donc, je voudrais te remercier très sincèrement, très profondément pour tout ton travail. Et je te laisse finir la session, puis on remercie nos invités de tout mon cœur. Alors, Patrick... Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci à tout le monde pour votre contribution. On pourrait encore, je crois, discuter pendant des heures. Quoi qu'il en soit, le sujet n'est pas épuisé. On peut l'approfondir en écoutant et en visionnant toutes les vidéos qu'on a faites dans le cadre du sommet. Oui. Une bonne douzaine, donc je pense que ça permet aussi d'aller plus loin. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire. Et puis, peut-être d'autres événements sur le sujet bientôt, Micheline? En fait, au Québec, il va y avoir plusieurs livres là, qui vont sortir cet automne, qui vont traiter de la bienveillance. J'en ai vu 2 paraître la semaine dernière, un livre de Jasmin Roy et un livre de Marie-Chantal Chassé qui parle de bienveillance. Et je sais qu'il y a 2 grands auteurs québécois aussi là, qui vont sortir notamment Serge Marquis, qu'on va recevoir le 29 novembre. Et l'autre, je ne sais pas si je peux le dire publiquement, mais c'est un auteur qui est très réputé ici au Québec. En fait, c'est 2 auteurs qui vont publier ensemble un autre livre qui porte sur la bienveillance. Donc, on arrive à cette discussion-là au Québec et je m'en réjouis. Alors, Patrick Mercier l'année prochaine. Oui, puis Patrick Mercier, on a hâte. Puis ça, on va s'engager avec lui à faire un webinaire avec lui, ça, c'est sûr.
On se quitte là-dessus? On se dit au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. On va à partager tous. ça. On va partager les liens vers vos espaces, Monsieur Styler, votre livre, votre chaire sur le mindfulness, votre information sur les trophées. On va partager ça avec plaisir. Olivier, merci de vous être déplacé et à très bientôt, j'espère. Très bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye à Merci, tout le monde. Au revoir à tous. Ciao. Merci.